évidence, les médias en Martinique, ce n'est pas les médias comme dans le monde. Il y a des particularités, des spécificités. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut des gens de qualité pour faire de bonnes émissions. Voilà. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver. Et si tu permets, 2 petits saluts pour saluer 2 femmes. Victor Laszlo, avec son festival En Pays Rêvé, parce que vraiment, il y a une brochette d'écrivains qui sont tous les soirs, université, atrium, bibliothèque, qui sont dans les lycées, avec les lycéens, c'est vraiment un grand coup de chapeau. Et puis Sabine Andrivon-Milton, qui remet à l'honneur la tenue traditionnelle. Donc cette semaine, il y a pendant plusieurs jours partout. Donc je voudrais leur faire un salut particulier. Frédéric? Ravi d'être là, ravi d'avoir de nouveau Eddy face à moi et très contente En fait, vous voyez tous les de jours. participer. Non, pas tous les jours, mais Tous les soirs. Attention à l'usure médiatique, les enfants. Christian? Moi, ça va toujours beaucoup de plaisir de retrouver les téléspectateurs et de retrouver la fine équipe, n'est-ce pas, chaque semaine. Et la dernière présentation, c'est M. Marajo. Bonsoir, M. Marajo. Écoutez, M. Dorling-Carter, je voudrais vous rendre hommage. Non. Oui, vous rendre hommage parce que j'ai compté le nombre d'années durant lesquelles vous avez contribué à la pédagogie de ce peuple, de ces peuples, puisqu'on est écouté et vu ailleurs. Et là, j'ai arrêté de compter et je me suis dit, c'est fabuleux qu'un homme consacre autant de temps, gracieusement, à faire en sorte de monter ces peuples en connaissance simplement, c'est fabuleux. Donc autant le faire durant ton vivant, pour que ça soit enregistré et qu'on voit ton sourire. Parce qu'après, je ne pourrais plus. C'est fini, on finit bizarre. La communauté martiniquaise du tourisme a lancé un plan d'action de promotion touristique. Je pense qu'il a lancé le lendemain de l'émission que nous avons faite, où Madame d'Espagne a réellement lancé un réquisitoire contre l'organisation touristique qui était muette, à grande muette et silencieuse. Frédéric, à toi la parole. oui, alors j'ai reçu le message du comité martiniquais du tourisme à destination des professionnels et des partenaires. Message qui dit, en substance, je ne vais pas tout lire, mais conscient des difficultés que vous avez rencontrées, nous souhaitons avant tout saluer votre engagement et votre résilience dans cette période difficile. Et le CMT a maintenu un contact régulier avec ses partenaires pour les rassurer quant à l'ouverture de vos établissements. Donc, on a eu une présentation d'un club hôtelier qui s'appelle Zilea hier, où le comité martiniquais du tourisme a présenté son plan d'action. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'aller contrer ou de contredire aujourd'hui, peu m'importe, je ne voulais pas rentrer dans la polémique. Je souhaitais simplement souligner une anormalité, puisque quand bien même il n'y aurait pas communication de crise, il faut tout de même parler en interne aux professionnels et les rassurer sur place. Bon. Maintenant, je vous propose un plan de communication. Un plan de communication tel que j'en aurais rêvé par le comité martiniquais du tourisme. Je pense qu'il faut mettre en place plusieurs choses. La première chose, assez urgente, c'est un voyage de presse. Il faudrait fédérer des journalistes, tout comme on a eu des retours sur CNews ou sur d'autres médias qui ont été très négatifs. Je crois que maintenant, il faut faire ce qu'on appelle un road trip avec les journalistes, un roadshow, leur présenter la destination, les faire revenir pour avoir une belle couverture presse au national, et y compris sur nos destinations phares, qui ne sont pas qu'hexagonales, pour pouvoir avoir une meilleure image et redorer notre blason. Ça se chiffre autour de 30 000 €. Je pense qu'en termes de budget, c'est accessible. La deuxième chose que je propose, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, de communiquer non pas avec des traditionnels touristes qui finalement ne génèrent pas d'identification forcément de la population, qui généraient même parfois une crise identitaire. On a parlé de crise identitaire hier, mais de parler des producteurs et des acteurs locaux, des hébergeurs touristiques, de ceux qui font le tourisme, qui sont des entrepreneurs, qui sont très humblement au travail du lundi au dimanche, comme le rappelait une professionnelle pendant la réunion, et qui pourraient aussi donner de l'espérance et des idées à ceux qui ne sont pas dans ce secteur, et qui pourraient nous montrer combien le tourisme, je suis désolée, génère 9 000 emplois directs et indirects aux statistiques INSEE. Et je crois enfin, puisqu'il a été évoqué ce risque que finalement la communication touristique mute en crise sociale et identitaire,
Je crois qu'il faut une pédagogie du tourisme. Il faut expliquer que le tourisme n'est pas notre ennemi, qui nous ramène ce qui est fondamental, ça s'appelle des devises étrangères. Et puis on aura de la volumétrie, on parle d'1 million de touristes chaque année. Ça veut dire que ça quadruple la population sur un territoire. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de retombées économiques quand la population est quadruplée? Et comment voulez-vous aussi qu'il n'y ait pas de négociations tarifaires et mécaniquement faut-il le dire, de baisse de prix, quand il n'y a pas cette présence de touristes également. Donc, je tiens à souligner tout cela, et puis je tiens enfin à dire que nous sommes un territoire qui a de fréquentes crises, en fait. Il faudrait une cellule dédiée à la communication de crise au CMT et ailleurs. Pourquoi? Il n'y a pas que les crises sociales, il n'y a pas que les violences urbaines, il y a Zika, il y a le Zika, il y a les cyclones, il y a les ouragans. Enfin, nous sommes une île qui est assez fréquemment en crise, il faut le dire, et par conséquent, finalement, une cellule dédiée, formée, rompue à cela, qui est en permanence des interlocuteurs qualifiés pourrait être une solution. Voilà le point d'action que la Tour Simon t'attende. Oui, je dis la Tour Simon t'attende parce que c'est là que le siège du comité Tour Lumina. Ouais. Voilà. Christian, parlons un petit peu, pas très longtemps, puisque ça y est, c'est déjà le passé, hein, ouais, de la défaite, de la défection de l'électorat de Mme Kamala Harris. Alors, le premier élément que je rappelle, c'est la superficie des États-Unis, c'est pratiquement 10 millions de kilomètres carrés. C'est 20 fois la France. Après, c'est 345 millions d'habitants. Et dans ce contexte, enfin, si je mets en place ces éléments, c'est pour mettre en relief la difficulté qu'avait Kamala Harris de convaincre sur une étendue aussi large, et sur 345 millions d'habitants, en 3 mois. En 3 mois. Donc, elle a effectivement... Alors, nous, on a adoré Kamala Harris, on a souhaité, parce qu'elle représente la diversité, elle représente la promotion de la femme noire, elle représente beaucoup de valeurs en face de Trump, mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître que les atouts n'étaient pas favorables pour elle. Déjà, il y a eu Biden avec son obsession de rester au pouvoir, il a fracturé aussi, qu'on le veuille ou non, le parti démocrate, et puis il y a eu beaucoup d'autres éléments, si vous voulez, qui ont fragilisé Kamala Harris. Et puis, Donald Trump, il n'a jamais lâché l'actualité, parce qu'il était président, et pendant toute la période où il n'était pas président, on parlait de lui. Ouais. Vous voyez? Même en mal, mais peu importe. Même en mal. Ouais. Donc, en fait, il a tout récupéré, en réalité. Donc, Kamala, je pense que manifestement, les circonstances n'étaient pas favorables pour elle, mais tout de même, elle a quand même fait un bon score, à mon avis, hein, si vous voulez. Et donc, voilà ce que je peux dire sur ça. On y a cru, on a cru à la promotion sociale, mais ça n'a pas suffi. Et puis, Donald Trump, pour terminer, il est outrageant. Il fait des critiques. Mais vous savez mais apparemment, il fait rire les gens. Et les gens aiment bien ça. Voilà. Vas-y. Il y a un élément de l'analyse qu'il ne faut pas occulter, c'est l'abstention. Il y a 100 millions d'électeurs qui n'ont pas été votés. Et si ces 100 millions d'électeurs qui n'ont pas été votés s'étaient déplacés, le score et le résultat aurait été tout autre, parce qu'on a demandé à ces gens pourquoi ils n'ont pas été votés. Et ce qui est terrible, et ça accrédite ta thèse initiale, je n'étais pas là tout le temps, et j'espère qu'elle n'a pas évolué, ils disent qu'ils ne voteraient pas pour une femme. Oui, le dernier plafond de verre, c'est ça. 100 millions d'électeurs. Aliyev, ce dictateur qui en veut à la France. On est toujours dans des choses étranges. Avec Frédéric? Oui, alors, Aliyev, ce dictateur qui en veut à la France. Alors, on aime bien présenter les choses comme ça, mais on ne dit pas quand la France en veut aussi à ces territoires. On ne sait pas exactement hein, en termes de relations. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon très concrète? Les Azéris, l'Azerbaïdjan, présidé... Est-ce que je parle de présidence ou est-ce que je parle d'autocratie, puisque c'est le deuxième président, c'est son père le premier. Là, c'est synonyme. C'est synonyme. Eh bien, il y a une longue histoire avec l'Arménie, hein, du territoire de l'Azerbaïdjan. Alors, exactement, on le voit très clairement. Le territoire qui est en conflit aujourd'hui, enfin, entre autres, hein, c'est le Haut-Karabagh, et ce depuis l'Empire russe et perse. Nous avons une histoire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui est tout à fait particulière, la Russie soufflant le chaud et le froid. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, hein, puisqu'il faut être succinct, hein, c'est que l'Azerbaïdjan est aujourd'hui une relation particulière et favorisée pour la France en gaz, en pétrole, en gaz naturel et en pétrole, puisque la France, suite consécutivement au conflit avec l'Ukraine, a tâché de faire une translation de ses relations et de sa dépendance énergétique
en Azerbaïdjan. Sauf que l'Azerbaïdjan aussi joue ses cartes, plus ou moins proche de la Turquie, ils sont turcophones, pardonnez-moi, plus ou moins en délicatesse avec la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe très clairement, c'est que le territoire qui est le Haut-Karabakh, qui est finalement une sorte de république secondaire hein, de l'Arménie, est envahi. Et comment est-ce qu'on peut le qualifier? On peut le qualifier de territoire enclavé sur le territoire des Azéris. Et c'est un ping-pong sans fin. Et la France, qui est un partenaire historique et, on va dire, culturel de l'Arménie, ne souhaite bien évidemment pas faire un choix trop évident. Nous sommes en pleine COP29, il faut le dire, hein, de l'Azerbaïdjan. Alors, un territoire qui n'est pas très bien classé en termes de droits humains, mais qui souhaite toujours mettre en avant son développement durable, et un territoire qui aujourd'hui ne se prive pas de faire de l'ingérence sur les territoires ultramarins. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie, mais on peut aussi parler de la Guyane, et puis des indépendantistes martiniquais ont même été conviés à Bakou. Donc il y a aujourd'hui une sorte d'ingérence mutuelle, dirais-je, entre l'Azerbaïdjan et la France. À quoi cela va nous mener? Ce qu'on sait, c'est que la ministre de la Transition écologique s'est refusée à se rendre à la COP29. Le président Macron a affirmé qu'il ne s'y rendrait pas non plus. Quel est l'avenir énergétique de la France? Comment la France va tirer son épingle du jeu de ce conflit du Caucase, hein, qui ne date pas d'hier, qui est extrêmement fragmenté? Et puis on sent que cette Russie veut revenir à son état d'empire. Elle tâche comment dirais-je, de s'étendre et d'avoir ses influences. Donc aujourd'hui, l'avenir énergétique de la France est plutôt confus. Comme dirait messieurs, mise à fait. Jingle. Qui manipule bien les chiffres et les volumes et qui nous fait trembler, qui fait peur, c'est Eddy Margeau qui va nous parler du budget, du déficit de la sécurité sociale, qui atteindra 18 milliards en 2024. Et il vous dit, ah, mais ça c'est tiers. Bon, 18 milliards, c'est une plaisanterie, tu as raison. Que vous disiez, non, mais bon, tu l'avais déjà pressenti. 18 milliards pour la sécurité sociale, c'est ridicule. Je vais vous donner le montant des prestations versées par la sécurité sociale de la Martinique. Vous allez pouvoir comparer. En Martinique, la sécurité sociale paye donc directement les hôpitaux, rembourse les médicaments, etc., les médecins, à hauteur de 3 milliards d'euros. Sur un petit territoire de 1000 km², 3 milliards d'euros. On est bien d'accord que par rapport à 18 milliards, c'est considérable. On parle du déficit. Hein. Et elle récolte comme recette, parce qu'on met toujours en face dans un budget les recettes et les dépenses, là c'est 3 milliards d'euros de dépenses et 1,8 milliard de recettes. On est d'accord. Donc, quand on parle de déficit structurel, on devrait plutôt parler de la Martinique. OK ? Et comme ça vous permet de dire, bon, si pour la Martinique, on est déjà aux alentours de 2 milliards 2, pour l'ensemble de la France, 18 milliards, c'est ridicule. Bon. Mais c'est ridicule tout simplement parce qu'il y a les facteurs de création de ce déficit. On parle de déficit de la sécurité sociale depuis que la sécurité sociale existe. Hein. On est bien d'accord. Tout simplement parce que la République française a décidé d'être généreuse avec ses citoyens. Okay ? Et ces citoyens en profitent allègrement. Et notamment l'État. L'État français doit à la sécurité sociale, sur des prestations non versées, 6 milliards d'euros. Donc si l'État français et les collectivités locales payaient leurs cotisations sociales salariales et patronales, il n'y aurait pas de déficit. Si l'État français ne ponctionnait pas dans un certain nombre de branches qui, elles, sont positives, il n'y aurait pas de déficit. Donc arrêtons de nous parler de déficit en permanence. Et puis il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est que le système, on va dire le modèle économique de la sécurité sociale est totalement dépassé, puisqu'il repose sur des cotisations liées au travail. Et on sait qu'on travaille de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent, qu'il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas et dont on doit payer la retraite. Donc le modèle économique, il n'est plus opérant. Ce qu'il faudrait,
ce sur quoi il faudrait évoluer, c'est une mixité du modèle économique, en fait des recettes, une partie liée aux cotisations du travail, liée au travail, donc salariés et patrons, mais une autre partie liée à l'impôt. On est bien d'accord que c'est un service public. Et tous les services publics, théoriquement, ramasser les ordures dans la rue, l'électricité passe par l'impôt. Fiscalité, oui. Par la fiscalité. Et pourquoi ce ne serait pas la santé, la sécurité sociale? Très bien. Voilà. En 2022, la France a dispensé 12 550 € par habitant au titre de la sécurité sociale. La moyenne de l'Union européenne est de 10 100 € par habitant. L'Allemagne, quand même, affichait 13 600 €. Le Danemark, 13 250. Et ça veut dire qu'on est quand même en pole position par rapport à ce que tu appelles la générosité de la France. L'État-providence. Moi, j'essaie de me dire qu'un jour, il faudra que nous soyons quelque part un peu plus responsables de nous-mêmes. Je continue pas. Je vois que vous éclatez de rire. Je vois que vous éclatez de rire, donc je ne continue pas parce que d'accord. Bon, on ne sait pas comment on fera. Vous n'avez aucune idée de la façon dont on pourra payer le cyclotron, ces choses-là, enfin arriver à. Combien de dépenses tu as dit pour la Martinique de Sécu? 3 milliards par an. Ça fait 7 millions. Ils réclament à la France, nous, on réclame à la France chaque jour 7 millions d'euros pour combler le déficit. Combien d'hôtels il faudrait qu'on ouvre pour arriver à payer une partie de ça? Je pense qu'à minima, bien une petite centaine d'établissements, hein. Sans compter les hébergeurs touristiques, On les mettrait où? proportionnellement supérieurs au volume d'hôtels. Bon, moi j'arrête parce qu'on va dire que je suis un défaitiste, que je suis un réactionnaire, que je suis un ultra. Il faudrait sortir des violences urbaines. Oui, mais ça, il y en aura toujours, quelle que soit la situation. Est-ce que vous avez déjà été soigné à la MENA pour des choses lourdes, des choses importantes? Votre avis sur l'aspect, pas l'aspect hôtelier, parce qu'effectivement, mais l'aspect médical, quelle est votre position sur ça? On doit toujours faire des comparatifs si on veut évaluer. Heureusement que notre territoire dispose d'une structure comme l'hôpital Zobda Kidman. J'ai fait une étude sur les petits départements français. C'est une catastrophe monumentale, mais eux, ils ont la chance d'être à côté. Aller vers la capitale. Mais non, on est quand même bien. Non, je ne connais pas, mais... Non, mais tu sais de quoi je veux parler. De quoi je t'oriente, la conférence que... Oui, non, je pense que non. On ne mesure pas, plus exactement, on ne mesure pas la qualité de ce qu'on a sur place. Moi, je conseille. J'ai un ami qui, ça fait 15 jours, je vous l'ai déjà dit, je le répète, Agogo est venu de Saint-Martin pour se faire simplement... Je ne sais pas que le cyclotron pouvait servir à autre chose que uniquement repérer la cellule cancéreuse. Il était venu simplement pour avoir une vision du dos de son cœur. C'était marrant. Cardiologie et puis le cerveau. Donc ça, les AVC. Donc la Caraïbe commence à être desservie par nous. Est-ce que je peux dire que le cyclotron va être inauguré officiellement, enfin le cyclotron, on appelle ça l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, l'ICIN, va être inauguré ce samedi 23 novembre. Très bien. Eh bien, bravo. Lorsque nous avons assisté à la chute des idéologies, on s'est dit à quelque part qu'il y avait peut-être une solution, c'est le libéralisme économique, parce que ça laisse l'esprit des entreprises réellement croître, prospérer, créer de l'emploi et de la richesse. Puis maintenant, on en revient un petit peu parce que l'eau passée farine, farine passée moussage. Daniel, le néolibéralisme ne doit pas être une entrave à notre évolution. Oui, en fait, c'est un universitaire, haut fonctionnaire canadien qui sort un livre sur le défi du Canada face au néolibéralisme et qui pourrait expliquer qu'après, justement, effectivement, comme tu dis, la guerre, où c'est le libéralisme, ce n'était pas lui qui était le vent en poupe, mais avec les années Thatcher en Angleterre, 1980, Reagan, États-Unis, 1990, le Canada, c'est un peu plus tard, la propension du néolibéralisme s'est installée. Le néolibéralisme, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a on privilégie le privé par rapport au public. Donc, on a une dérégulation, on a des privatisations, et on fait passer un certain nombre de critères avant, on pourrait dire, l'intérêt général. En fait, c'est le côté privé qui est au détriment du côté public. C'est un peu ça. Et à l'heure actuelle, donc, la thèse de cet universitaire et haut fonctionnaire, c'est de dire que
cela conduit à un certain nombre de catastrophes, notamment sur le plan humain. Et lui, ce qu'il propose, il dit on est arrivé à un moment donné où il faut faire des choix parce qu'il faut, au niveau individuel, il faut retrouver le sens du rapport à l'autre, de la bienveillance, et au niveau collectif, de la générosité, de la pensée collective pour pouvoir, au niveau de la propriété, au niveau de l'organisation de la société. Et donc, en fait, on se rend bien compte, parce qu'on en parle souvent ici, hein, tu nous fais toucher du droit par rapport à un certain nombre d'ouvrages qui sortent, la problématique, et on la ressent à notre niveau. Alors, prenons des exemples. La France n'est pas forcément concernée par les dérégulations massives ou bien par les privatisations. Mais lorsque, par exemple, on a la discussion sur l'inflation, sur le déficit, lui, il parle, cet universitaire, de la diabolisation du déficit, on en parle tous les jours avec le budget de la France qui est en train de voter pour dire que vraiment, il faut faire à tout prix des économies. L'inflation comme indicateur justement de ce qu'il faut faire, eh bien, on en parle. Donc, nous sommes concernés. Nos économies, les économies occidentales, l'économie française et par conséquent l'économie martiniquaise. Par contre, et moi je profite de dire que nous sommes dans le mois de l'économie solidaire, le mois de novembre, et il y a cette autre approche qui est possible. Et je trouve un peu dommage qu'on ne mette pas suffisamment l'accent, parce que l'économie sociale et solidaire concerne des milliers de personnes, en fait. Hein. Il y a des associations, des établissements, des personnes qui agissent, et on ne met peut-être pas l'accent assez dessus. Tu veux définir un peu, parce que on sait ce que c'est, mais pour que les gens... Oui, en fait, l'économie sociale et solidaire, je pense que les termes eux-mêmes sont parlants. Ça veut dire que l'accent est mis sur l'aspect social des choses. L'aspect social, c'est par exemple le fonctionnement des services publics. Ça sera par exemple comment rendre la vie plus facile pour des usagers. Le côté solidaire, c'est de recréer du lien là où il n'y en a plus. On en parle souvent, par exemple, la question des transports, l'accès à la sécurité sociale, l'accès à EDF, tout ça, c'est une problématique qui devrait être vraiment la ligne de mire de tout le monde, que ce soit l'État ou les activités, parce que c'est de là que partent les frustrations, c'est de là que partent le sentiment de ne pas être visible, le sentiment de ne pas être respecté. Si on commençait par ça, on arriverait peut-être à une société plus apaisée. Oui. Mais je pense que le néolibéralisme est déjà tellement établi, Eddy. Pour vous donner des chiffres, on a fait une étude là-dessus. En Martinique, c'est 4 milliards d'euros. C'est considérable, hein, l'économie sociale, et c'est essentiellement des associations, des coopératives. En fait, l'idée, pour que les gens puissent bien comprendre, c'est des entités qui n'ont pas pour vocation de faire des bénéfices. De faire du profit. Voilà. Ouais. Donc, c'est extrêmement important. Le tissu associatif martiniquais est extrêmement... Même si on a essayé de le démolir, comme par exemple tous les petits crédits ou les crédits caisses coopératives. On a même mis les ils vont en prison. Ils ont été en prison pour les intégrer dans le système capitaliste bancaire traditionnel. Alors, ça c'est du dur. Maintenant, les difficultés économiques, est-ce que la Chine va s'en sortir? Bon, là, on est très très loin du néolibéralisme. Oui, voilà, c'est ça. On est dans l'économie toujours. Oui, mais je voudrais prendre ça à l'envers pour que les gens comprennent bien. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Ce n'est plus le pays le plus peuplé du monde. C'est l'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Et le niveau de formation des Indiens est bien supérieur au niveau de formation des Chinois. Et c'est ça, l'idée, c'est que la Chine vit largement au-dessus de ses moyens, grisée par les succès phénoménaux. Mais les Chinois n'ont pas compris que les Occidentaux les avaient bernés en faisant, l'atelier du monde, on est bien d'accord, et surtout en insistant pour que l'argent que les Chinois gagnent finance l'économie occidentale. Vous vous rappelez, je vous avais dit que tous les matins, les Chinois s'asseyaient dans une salle, et je crois que tu m'as envoyé des chiffres qui indiquent bien qu'il fallait pointer du doigt le fait que la Chine dépend maintenant des États-Unis parce qu'elle a acheté beaucoup trop de dettes américaines. Les Américains sont très contents. Elle est créancière. Ah ouais, donc je vous rappelle le fameux, ce qu'on appelle le syndrome brésilien. Vous empruntez 1 million d'euros à votre banquier, vous ne dormez pas.
vous empruntez 100 millions d'euros au banquier, c'est lui qui ne dort pas. Voilà. Donc là, la Chine ne dort pas parce qu'elle ne veut pas que les États-Unis s'effondrent. Et avec le retour de Trump, ils sont super crispés parce que lui, il est bien capable de faire n'importe quoi. Bon, alors, le retournement de tendance est le suivant. Le gouvernement chinois a fait une erreur fondamentale sur le plan stratégique liée au Covid. Ils ont fermé trop longtemps la Chine. Et quand tu fermes trop longtemps un pays à l'économie mondiale, ben, ce n'est pas l'économie mondiale qui souffre, c'est toi. Voilà. Alors, les gens ont arrêté de consommer. Et quand on a réouvert le marché, et nous, on en a souffert, la première conséquence, c'est l'inflation, l'hyperinflation. Donc déjà, les Chinois sont pauvres. Il faut quand même rappeler ça aux gens. Les Chinois, ce n'est pas des gens qui gagnent, comme nous, 27 000, c'est une moyenne, évidemment, 27 000 euros par an. Hein. Okay. En Chine, c'est 8 000 euros par an. Okay. Je rappelle qu'Haïti, c'est 300 $ par an. Vous voyez, bon, il y a quand même une différence. Mais pour rendre les Chinois heureux, riches, à l'aise, il faudrait 3 planètes Terre. Donc, ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc, le gouvernement chinois dit, bon, OK, pour que tout ne s'effondre pas, parce que quand on arrête la consommation, on arrête l'immobilier. Quand on arrête l'immobilier, on attaque les banques et tout le système est par terre. Et on ne peut pas, personne n'a intérêt à ce que la Chine s'écroule. Tout simplement parce que la Chine possède l'argent, enfin la dette d'un certain nombre de pays et que la Chine achète beaucoup à ces pays. Donc en fait, le gouvernement dit, ben, ils sont sur des recettes assez classiques. Ils disent, bon, on va relancer l'immobilier, on va relancer la consommation. Mais ce qui m'a surpris, moi, c'est la modestie des investissements. Macron passe de 1 milliard de dettes à 3 milliards de dettes. Là, on est sérieux, 2000 milliards de dettes. Les Chinois disent, bon, pour un pays dans lequel il y a 1,4 milliard d'habitants, ils disent, le gouvernement dit, on va dépenser 150 milliards d'euros. Et les frères, faites un effort, quoi. 150 milliards d'euros, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires de Total? Oui. Non, c'est pas à la mesure. Et je pense, et l'ensemble des observateurs, j'étais un peu plus loin pour voir ce qu'ils en pensent, ils disent que le gouvernement chinois est en train de détruire l'économie de la Chine en sous-estimant le cœur même des besoins économiques. Et ça, pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Hein, parce que la très grande majorité de ce que nous achetons vient de Chine. Quand les mecs vont arrêter de produire, on est mal. J'ai lu une tribune de M. Raphaël Confiant, qui, dans le fond, bon, on sait à peu près ce qu'il dit, mais c'est le style de Raphaël Confiant. Je ne vais pas dire tout, mais il nous dit de plus en plus de Martiniquais conscients et qui œuvrent depuis des décennies pour l'accession de la souveraineté à la souveraineté de leur pays commencent à en avoir marre du cinéma d'une poignée d'excités qui foutent le bordel chez nous depuis plus de 2 mois, mais surtout marre des partis pseudo-indépendantistes qui les soutiennent, à Azerbaïdjan, marre de ces pseudo-indépendantistes sous-sœurs de mouvements néo-assimilationnistes. Mal, ça t'a pas honte. Tu soutiens des gens qui veulent que la boîte de corned beef soit vendue au même prix à Sainte-Anne et à Saint-Nazaire. Marie-Sainte, t'as pas honte de demander sur ta radio aux militants de ton parti de rejoindre les manifestations pendant que toi, tu continues à mener le combat à la CTM, etc., etc. Raphaël Confiant, tu es trop fort. Alors écoute, sois un peu plus gentil, nous sommes martiniquais, un peu de solidarité, un peu d'aménité, un peu de gentillesse et de sympathie à l'égard de ceux qui étaient au lycée avec toi. Bonne fin de journée. La dysmorphie financière, vivre au-dessus de ses moyens à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet carré. Oui, et je crois que ça rejoint un petit peu cet ultralibéralisme, ce néolibéralisme. Hein. On parle même de mouvement libertarien. Hein. Donc, juste pour récapituler, et puis sans vous désigner en termes de génération, hein, il y a 3 grandes générations. On va parler de 4 et je serai succincte. Alors, la première génération, c'est la génération des X. 1965 à 1979. Oui. Est-ce que vous étiez... C'est en plein dedans, là. Alors, plein emploi après les baby-boomers, donc ce sont les enfants des baby-boomers qui ont vu leurs parents travailler. Les baby-boomers, ce sont les enfants de l'après-guerre qui ont eu, on va dire, le plein emploi, voire plus.
Voilà. Les belles années, les années 80, etc. Les années folles des années 80. Et ils ont une vraie confiance dans le travail. Cette génération X, ce sont aujourd'hui nos cadres, actuellement, en fonction, dans la très grande majorité, qui sont un petit peu déconnectés justement de ces nouvelles générations qui arrivent. En tout cas, ils ont un désir de stabilité et puis une envie de croissance en interne, des changements, mais toujours avec une loyauté dans leur entreprise ou dans leur institution. Je ne désigne aucune institution. Donc, la génération Y, les millennials, là, on parle des 1980-1994, on l'appelle, j'en suis, les digital natives, c'est-à-dire que nous sommes nés avec un Amstrad, un ordinateur, etc. On est un petit peu désillusionnés parce que même si nos parents nous ont donné des conseils pour pouvoir mener nos études, etc., on s'est retrouvé avec une récession, avec du chômage, avec des difficultés, et puis surtout, on n'a pas de problème à respecter peut-être la hiérarchie, mais à changer dès qu'on sent qu'on a fait le tour de notre profession. On a commencé avec le tout de suite, les applications, Internet, mais on n'a pas été élevé avec. Et puis on a la génération Z, de 1995 à 2009. Alors eux, ils ont grandi avec les appareils connectés. Ce que nous appelons nouvelles technologies, ce sont tout simplement leurs technologies. Oui. Et après, pour tous les enfants qui sont nés après, il s'agit de la génération alpha. Donc je vous propose aujourd'hui, il est un petit peu trop tôt de parler de la génération alpha pour le moment. La génération Z est encore étudiante, mais on la voit en stage, on la voit démarrer sa juniorité. Et en tout cas, et je la vois en tant que directrice d'école s'épanouir, c'est une génération qui est complètement différente. Bien évidemment, de la X et Y, et bien évidemment qu'on schématise. Je dirais qu'il y a un vrai rêve, voilà, de ces jeunes, parler de la dysmorphie financière, qui biberonnent Instagram, qui veulent être directeur ou directrice tout de suite, qui veulent tout de suite, et on voit véritablement, si vous voulez, la disproportion des réseaux sociaux, dans l'influence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à faire des tâches opérationnelles, et il faut aussi du sens. S'il n'y a pas de sens, du jour au lendemain, ils partent et ils quittent les stages ou ils quittent les alternances. Je ne parle pas bien évidemment uniquement de la Martinique. On a une génération qui aujourd'hui est ultra connectée à du rêve. Elle veut absolument vivre et rapidement le rêve, l'opulence. Voilà. Non, je trouve qu'aujourd'hui la crise le reflète. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite. On a finalement, on peut prendre l'exemple des États-Unis ou d'autres pays, finalement on a voté Trump parce qu'il nous promettait de l'argent. On a un vrai sentiment de déclassement parce qu'on est toujours sollicité par des images d'opulence, par des images de beauté, par des réussites financières, et pourquoi pas nous. Donc on n'a pas nécessairement le cheminement de la difficulté qui permet cela, mais on veut avoir cet accès immédiatement, et on a aussi ce sentiment de déclassement. On ne peut pas acheter son iPhone quand on veut, on ne peut pas acheter sa maison et une maison secondaire, et pourquoi pas moi. Donc on a un vrai sentiment justifié d'injustice, puisque tout ce qu'on voit, et c'est la réalité, c'est devenu réalité, on ne peut pas l'obtenir, et on ne peut pas l'obtenir parce qu'on n'a pas nécessairement eu l'éducation de l'effort que vos générations ont pu transmettre. Ouais, en fait, la dysmorphie, si c'est bien compris, c'est le fait de ne pas résister à l'acte d'achat. Mais je crois que ça vaut pour la Martinique entière maintenant. Voilà, donc, bon, sans porter atteinte à la dignité de la population. J'ai dit de mon peuple, attention. Ça fait peuple d'affaires. Oui. Un petit jingle pour en parler un peu de culture et essayer de sortir de ces problèmes d'argent, d'économie. Jingle. Delgrès ou la Guadeloupe en 1802. Plus précisément, c'était Louis Delgrès. Oui, alors si j'ai proposé, en fait, c'est pas tant pour le sujet du livre, mais c'est parce que l'auteur de ce livre, c'est Jacques Adélaïde Merlande, et qui est décédé il y a quelques jours. Donc c'était une façon de lui rendre un hommage, parce que le professeur Jacques Adélaïde Merlande, qui a été professeur agrégé d'histoire, qui est très bien connu des deux îles, Martinique et Guadeloupe, puisqu'il a vécu en Martinique, il a épousé une Martiniquaise, et ça a été il a beaucoup aidé à la recherche, et il a aussi aidé à la création de l'Association des historiens de la Caraïbe, ce qui fait que beaucoup d'historiens ont pu voyager, Cuba, Porto Rico, Trinidad. Et à une époque où il n'y avait pas encore Internet, la difficulté pour les chercheurs était d'avoir accès aux sources.
Il fallait donc se déplacer dans les bibliothèques pour rechercher. Et la production était, donc il y avait beaucoup de colloques, il y avait des revues. La Société d'histoire de la Martinique, la Société d'histoire de la Guadeloupe ont produit un certain nombre de publications. Et le professeur Jacques Adélaïde Merlande en a produit beaucoup. C'est un spécialiste à la fois du mouvement ouvrier, mais également de l'histoire après la Révolution, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et il y a un très bel hommage qui lui a été rendu par Gilbert Pagot, parce que Jacques Adélaïde Merlande, alors que Gilbert Pagot était étudiant, l'a initié à la recherche. Et Gilbert explique comment tout son parcours a été guidé par les recherches du professeur Adélaïde Merlande. Personnellement, j'ai assisté à de nombreux colloques dans lesquels il est intervenu. L'historial martiniquais, c'était sous sa direction, donc on lui doit beaucoup de choses. Et je trouve qu'on ne mesure pas suffisamment, et on ne va pas en tout cas assez aux sources que ces historiens nous ont données. Et pour revenir alors, à ce livre, il a publié plein d'ouvrages. Mais j'ai choisi celui-là, Delgrès ou la Guadeloupe en 1802, pour deux raisons. Parce que le professeur Jacques Adélaïde Merlande, comme j'ai indiqué, il est guadeloupéen, il a vécu en Martinique, il a épousé une Martiniquaise. C'est un Antillais. On ne peut pas dire qu'il soit ni Martiniquais ni guadeloupéen. Et en choisissant Delgrès, Delgrès, c'est un Martiniquais. Et c'est un Martiniquais qui s'est sacrifié en Guadeloupe au moment du rétablissement de l'esclavage. Et le titre de son ouvrage, Delgrès ou la Guadeloupe en 1802, les deux termes ont de l'importance parce que c'est un homme qui est donc un Martiniquais dont le père est béquet, dont la mère est mulâtresse, qui fait partie de l'armée française. Et rappelons que la Guadeloupe a connu ce que la Martinique n'a pas connu, l'abolition de l'esclavage. Pendant des années, les esclaves guadeloupéens ont été libres. Et donc, quand Napoléon rétablit l'esclavage, donc il envoie une armée qui est dirigée par Richepense pour venir rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Et donc, il y a un mouvement de résistance à ce rétablissement de l'esclavage. Et c'est à ce mouvement de résistance que participe Delgrès, qui est dans l'armée, mais qui donc fait sécession de l'armée française pour pouvoir constituer avec Ignace, avec d'autres, cette armée qui ne peut pas résister à l'armée qui est envoyée et qui va se réfugier dans le fort, Matouba, et il va donc se faire exploser avec 300 de ses camarades au cri de « vivre libre ou mourir ». Je précise, entre parenthèses, qu'il ne plaît pas, mais la vérité, et Jacques Adélaïde Merlande, je parle sous son contrôle, l'a précisé, ce n'est pas Delgrès qui a écrit le texte, parce que le texte, tout le monde le connaît, hein, c'est pas lui, c'est un béquet martiniquais qui s'appelle Monroe, qui a écrit ce texte-là, qui a été fusillé en Guadeloupe. Donc, moi, je trouve que cet ouvrage a l'avantage à la fois de nous parler de l'histoire de la Guadeloupe, de ce moment qui est important, qui est fondateur de l'histoire de la Guadeloupe, mais en même temps du fait de notre participation par des héros martiniquais. Et je dois dire que la Guadeloupe n'a aucun problème pour célébrer Delgrès. Delgrès, il y a des statues de Delgrès partout, il y a des manifestations au moment de l'anniversaire de l'explosion du fort de Matouba, et ça commence timidement, la municipalité de Saint-Pierre commence timidement à pouvoir célébrer la mémoire de Delgrès, et je trouve qu'on pourrait en faire davantage. Mais je suis persuadée, vu la réaction quand on nous écoute, je suis persuadée que bientôt la mémoire de Delgrès sera beaucoup plus étudiée. Frédéric a expliqué qu'il fallait communiquer pour la situation catastrophique. Grâce à M. Adélaïde Merlande, au professeur, je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. Moi, une chose qui m'a, dans le texte de Pagot, c'est qu'il explique comment le professeur Adélaïde, qui avait rajouté Merlande, le nom de sa mère, était revenu de Paris avec des archives, enfin des notes qu'il avait prises à la main, Louis Oudinot,
Moi, j'imagine le froid d'hiver, un historien qui entre, enfin, toi, tu comprends ça, parce que toi, tu fais des recherches ainsi que Daniel, Ouais. et puis qui gratte sur un bout de papier, et puis il fait des feuilles il va prendre un petit café à l'extérieur. Moi, j'aime bien le côté un petit peu littéraire des choses. Je me demandais, mais c'est difficile ce métier-là. Mais oui. Pareil pour Édouard de Lépine. Alors, nous, maintenant, on a l'ordinateur, on a Internet, on a l'accès directement. Oui, oui. Mais à l'époque, il revenait avec C'était des fiches et difficile. des trucs. Il reste encore des lieux auxquels on ne peut accéder que physiquement. Physiquement. Les archives de France, il faut y aller. Hein. Oui. Panisa fait Internet. Hein. Ah ben, il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Aix, tu parles de Aix? Non, pas Aix. Ah, pas Je Aix, parle parce que pas oui. aux alentours de Paris. Ah, aux Invalides, alors. Non, pas aux Invalides. Il y a une petite ville, je ne sais plus, où sont, je crois que c'est Puteaux, où sont mis un certain nombre d'archives. Moi, j'ai fait des recherches là sur un vrai scandale lié à l'aviation, sur le frère d'Eddie Edouard. Oui. Eh ben, mon fils a été dans une petite ville là et pas d'accès Internet. Il faut fouiller les cartons. Thibouga dit moi c'est pas possible. Bah, oui. Et c'est génération Z ou bien bah, comme ça, Baba Sogé. Et il y a encore des lieux qui ne sont pas numérisés. Très bien. On est tranquille, serein. On a 11 minutes pour Monsieur Christian Boutan. Jingle musique. Paulo Albin, déjà. Alors, oui, ben, un petit clin d'œil effectivement à Paulo Albin qui nous a quittés. Bon, on connaît son itinéraire, on connaît les innombrables chansons qu'il a popularisées, on connaît sa voix merveilleuse. Ouais. Un petit truc pour vous dire que dans ma jeunesse, je fréquentais beaucoup la Perfecta et Paulo chantait La Bohème, par exemple, de Charles Aznavour. Il chantait des chansons de Mike Brandt et c'est là qu'il a commencé aussi à atteindre les gens. Parce qu'on était très heureux de voir que le chanteur martiniquais pouvait chanter comme un chanteur français. C'était un petit peu... voilà, mais c'est vrai que c'est une nostalgie, c'est une douleur, quoi, absolument. Aujourd'hui, je vous parle de Céline Flérial, qui est, d'un autre point de vue, une voix aussi. C'est quelqu'un qui s'est révélé. Alors, ce qui est intéressant à savoir et important, c'est que Céline, elle a grandi à Trénel, à Fort-de-France, dans une famille... pas du tout riche, hein, parce qu'à maman avait une petite épicerie, elle avait de nombreux frères et sœurs, et c'est vrai qu'elle a vécu une situation avec des parents rigides, avec une morale, avec une... Vous voyez ce qu'on avait dans le temps, quoi. Et puis Céline, je ne sais pas comment ça s'est venu, mais elle a fréquenté des associations de quartier. Et un jour, elle est allée dans le quartier Citron pour un concours de chant qu'elle a gagné. Petit à petit, elle a fréquenté le Club 78 avec Yves-Marie Serraline, je ne sais pas si vous avez connu ça, au boulevard Allègre. Elle a rencontré Godzom, elle a rencontré Daniel Raveau, et puis elle a rencontré Guy Vadleux. À ma connaissance, c'est le premier enregistrement qu'on va écouter qui s'appelle Mazouk Popouri, qu'elle a fait avec Guy Vadleux. Ah, chérie, prends-moi dans l'histoire nous commencer, faites-moi Jackie Tété. Quand moi qu'a balancé, c'est l'amour qui prend nous, flèche qui pitche chez nous. Tout ça est bien mazou du pays. Yes, musique aujourd'hui, fais pas j'y ton magie. Bissey, Balou, Bichon. Bissey, Balou. Bissey, Balou, Bichon. Bissey, Balou. Alors, comme beaucoup de parents, évidemment, ses parents n'étaient pas du tout favorables à ce qu'elle fasse de la musique. Mais enfin, bon, un et métier. surtout, c'est Oui, pas un une métier. Et femme, puis en fait. aller dans des boîtes chanter, non, c'est pas du tout. Et puis petit à petit, les parents ont ressenti une certaine fierté. Parce qu'on leur faisait remarquer que la fille chantait très bien. Vous voyez, donc ils n'ont pas pu effectivement éviter de se satisfaire de la progression, si je peux dire. Alors, je vais vous faire maintenant découvrir notre clip un peu plus tard. C'est une chanson de Claude Caboste, mais qui en tout cas confirme la qualité de travail de Céline, de sa voix. Dans l'immensité
ciel là, vous doit être cavolé. Je dis, est-ce que vous pouvez compter combien de choses déchirées? À présent, vous trappez entre terre, vous presque à toucher terre. Alors, vous voyez, progressivement, elle s'affiche, elle se révèle, elle s'impose, elle se donne un nom, et puis elle enregistre plusieurs albums. Elle a enregistré, je vous ai dit, dans un premier temps avec Guy Vadeleu. Après, elle a chanté, effectivement, des artistes importants. À la mort de Mona, par exemple, à l'occasion d'une manifestation, on lui demande de chanter Face à Face. Et je vous invite à écouter une interprétation de Face à Face, cette merveilleuse composition de Jeanne Mouna. Mon ouais gros sous-marin qu'a lancé torpille, yo pas touché froid moi, mais yo fait les chez moi. Les monuments yo carré tapé yo, et les statues yo qu'a déplacé yo. On Dieu fait les pas facile pour gérer, mais ça qui savent, ça qui pas savent. Tomber ou peut prendre bel amour. L'on dit mal coupé, frotter, c'est doux. On Dieu fait les pas facile pour gérer, mais ça qui savent, ça qui savent. Oh, oh, moi, qu'a dit ça? Oh, moi, qu'a dit ça? Alors, je me rappelle comment on ressentait une grande émotion quand Céline exprimait, si vous voulez, cette chanson, qui est un monument. Hein. Et c'est tout l'intérêt aussi de revitaliser le répertoire en faisant en sorte, effectivement, que plusieurs artistes s'emparent d'un certain nombre d'œuvres pour les décliner, quoi. Alors, Céline, c'est des grands succès. Elle a fait un grand succès avec Malaïka. Elle a fait Grand Maman Matitoute. Je t'aimerai de Serge Billet, qu'on va écouter tout à l'heure. Elle a fait aussi un titre qui s'appelle C'est la terre qui cabano. C'est vraiment un titre sur la terre et la fertilité de la terre. Elle a chanté La complainte du Montpellier, vous voyez. Elle a quand même un répertoire extrêmement intéressant qu'elle a proposé à notre population. Alors, on va écouter une nouvelle chanson qui s'appelle Rêve-moi. C'est une composition de Mano Césaire avec un texte de Céline Ferriac. Ah, si un jour moi t'ai mettez le monde comme moi c'est votre. Et si dis-moi moi t'es béni en chance pour réaliser ça. La vie t'es que différent, pas t'es que ni la misère. Tout petit maman t'es que trouvé en bagaille pour manger tous les jours. Non, la vie t'as la trop aidé, c'est nous-mêmes qui a fait tout ça. Si pas t'es ni quand on nous pas t'es que ouais la pièce côté. Tout le monde en oubliez qui ça qui est solidarité. Pour s'aider ce cinéma tellement tout ça difficile à croire. Enchanter la paix pour l'humanité. Enchanter Caillou, capoter l'amour. Enchanter pour tout. Donc Céline, là, c'est une famille de projets. Elle a eu beaucoup de projets. Elle a fait un concert au Tropical Trio l'an dernier. Elle a fait 3 albums. Elle a travaillé avec Alfred Desfontis, qui l'a produit. Elle a chanté Serge Billet. Et je crois qu'on peut dire que c'est une des plus grandes voix féminines de la Martinique. Et puis elle a un itinéraire qui est très personnel. On ne la voit pas, si vous voulez, dans tous les sens. Elle a son idée, elle a sa philosophie. On va écouter un dernier titre, c'est Je t'aimerai, une composition de Serge Billet qu'elle a interprétée merveilleusement également. Je t'aimerai d'amour, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai d'amour, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours. Et même si je ne suis rien, j'ai ma lumière. Et même si rien ne va bien sur cette terre.
Même si je ne suis rien, tu es ma lumière. Même si la peur me tient, la peur m'enseigne. Je t'aimerai, je t'aimerai d'amour, je t'aimerai toujours. Pour terminer, je vous dirais effectivement qu'elle a travaillé à la mairie de Fort-de-France, elle était secrétaire comptable, et puis c'est elle qui a été choisie pour l'hymne de la Martinique. Elle est allée, vous savez, on l'a vu en télé avec les joueurs pour apprendre l'hymne qui a été proposé par la collectivité territoriale, et Céline a porté sa voix puis, dans la promotion de cette chanson. Voilà. Très bien, monsieur, très bien. Mais écoutez, l'émission arrive à sa fin, ça passe très vite, hein, avec des aussi brillants. En bonne compagnie. Ouais, on On ne ne s'ennuie s'ennuie pas. J'espère que c'est ce que vous direz là, au coin de votre feu. Aliénation totale. Ce que vous pensez au coin du Ça dépend, climatiseur. on est au jeu. Je vous souhaite une très bonne semaine, calme et douce, sans incendie, sans pillage. Je peux ajouter qu'il Oui, y a encore, qu'on pourra encore aller écouter les auteurs le samedi et le dimanche à Festival en Pays Rêvé. Oui, moi, je parle aux gens qui ne lisent pas. Moi, Mais partageons la Et puis, tâche. je les incite à lire, mais tu as bien raison. À la semaine prochaine, et puis merci à tout le monde, David, Mehdi, Flore, Max. À notre bien-aimée station de télévision. À la semaine prochaine.